Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau épisode des personnages illustres où aujourd'hui nous allons parler de Dominique Joseph René Vandamme, un maréchal d'Empire et un général de la Révolution française. Alors, pour commencer, le jeune Vandamme est né le 5 novembre 1770 à Cassel. Il a étudié au lycée Louis Faidherbe à Lille et a commencé sa carrière militaire très tôt. En tant que conscrit, il va s'engager en 1788 dans un régiment d'auxiliaires dans les colonies. Et il va faire le voyage en bateau jusqu'en Martinique, depuis l'Orient, en Bretagne. En 1790, il rentre en France, dans le régiment de Brie. Et ainsi, un régiment de Brie, comme le fromage, on dirait. Et ainsi, il va aller dans différents régiments jusqu'en 1792, où il va vite adhérer aux idées de la Révolution et former dans son pays, de Cassel, la compagnie des chasseurs de Vandamme. Sa compagnie va être ensuite amalgamée à l'armée du Nord, pour ensuite aller combattre les coalisés en Belgique. Pendant cette campagne, il va combattre à la bataille d'Angstodt, à la tête du bataillon de Cassel, ce qui montre bien qu'il a évolué dans la hiérarchie militaire. Après cette bataille, il va être promu général de brigade et va être sous le commandement du général Moreau, un général très proche des milieux royalistes, ce qui va lui causer quelques problèmes après. Si ce n'est que Vandamme, lui, va capturer les villes de Ypres, Nieuport et Furnes. Et d'ailleurs, cette ville de Furnes va être livrée au pillage, ce qui va le faire être démis de ses fonctions par le gouvernement. En tout cas, pour un temps. Après cette campagne en Belgique, il va être envoyé dans l'armée du Rhin et de Moselle. Durant cette campagne contre les Autrichiens, il va se faire remarquer par la prise de la porte d'Alpisbach, puis avec la charge de cavalerie sur les Autrichiens dans les hauteurs de Friedberg. Quelques jours après, il se fait encore remarquer par la prise impétueuse des retranchements de Kehl et Huninge. Oui, vous allez comprendre, les noms ils sont pas simples dans cette vidéo. Ainsi, quand Vandamme passe le Rhin, il n'a plus de cheval en dessous de lui, car son cheval étant mort. Après l'attentat de Rastatt, la guerre revient, et Vandamme est nommé général de division. Et là qu'il commande l'aile gauche de l'armée du Danube, il part en éclaireur. Mais avec sa garde, il se fait surprendre par les dragons du régiment de Latour. Et là, alors qu'il est seul contre 8 ennemis, il réussit à en tuer 2 et à retrouver le camp français. Ce qui va valoir que le Directoire, le gouvernement français de l'époque en gros, croit qu'il a dû comploter avec l'ennemi pour s'échapper. Mais non. Même s'il subit un procès au Conseil de guerre, il s'en sort et il est muté à la défense des côtes du Nord-Ouest. Il termine ce poste le 19 septembre 1799, où il est après envoyé dans l'armée de Hollande, sous les ordres de Brune, du général Brune. Il se bat contre les Anglais et les Russes qui ont capturé alors les actuels Pays-Bas. Vandamme est alors placé sur l'aile gauche de l'armée gallo-batave. Alors, il poursuit sa conquête jusqu'à poursuivre l'ennemi à la bataille de Castricum. Ah, un nom latin, c'est plus simple à dire ça. Bon, et du coup, après cette bataille qui va contribuer énormément à la victoire française dans les actuels Pays-Bas, il va ensuite poursuivre le duc d'York, Frédéric, jusqu'au rembarquement. Sous le consulat, après quelque temps de repos passé à Cassel, il va arriver dans l'armée d'Allemagne, sous les ordres de son ancien ami, le général Moreau. Sauf que là, on arrive au consulat. On va voir qu'après, après la victoire de Napoléon à Marengo, Moreau va être écarté
du fait qu'il est proche des royalistes, mais ce qui ne veut pas empêcher Van Damme de continuer son indémordable ascension. Donc pendant cette campagne, Van Damme va continuer ses exploits et capturer les places fortes de Stobrak, Engen et Meskirch. Puis il va faire une petite pause le 8 août 1800. Elle se marier avec Marie-Françoise Skint, je pense, ça doit se dire comme ça, à Cassel, en gros chez lui quoi. Le 17, il est accusé d'abus administratifs et est envoyé à l'armée des Grisons, commandée alors par le général MacDonald. Et oui, c'est pas qu'un fast-food. Il mène une avant-garde pour gagner au col de Spulgen, et ainsi il va continuer ses succès jusqu'à obtenir la paix de Lunéville en 1801. À son retour, il est accueilli par Napoléon, alors premier consul, qui lui offre des pistolets de la manufacture de Versailles et lui remet la fameuse distinction très prestigieuse qu'est la Légion d'honneur. En octobre 1805, il participe à la campagne d'Allemagne, aussi appelée la manœuvre d'Ulm, très connue parce qu'elle est encore très pratiquée et utilisée comme les nombreuses campagnes de Napoléon dans nos armées modernes. Pour en revenir à Van Damme, il commande la 2e division dans le 4e corps d'armée du maréchal Soult. Et à cette époque, Napoléon, qui est alors empereur, a déjà entamé ses réformes en corps d'armée, facilitant la rapidité de ses troupes, qui étaient déjà surnommées à l'époque la Grande Armée. Van Damme aura donc l'opportunité de culbuter les Autrichiens sur le pont de Donauwörth. Durant ce coup d'éclat, les Autrichiens déplorent la perte de 60 hommes et 150 prisonniers. Ils se sont vraiment fait foudroyer par l'énergique et combatif Van Damme. Et durant la célèbre bataille d'Austerlitz, où le maréchal Soult d'ailleurs sera surnommé par l'empereur, par Napoléon, le plus grand manœuvrier d'Europe, Van Damme va arracher aux Russes la position très stratégique du plateau de Pratzen, point clé dans la stratégie de l'empereur. Et bien sûr, il va arracher cette position à la baïonnette, bien sûr, une affaire de combat bien française. 45 000 Russes et Autrichiens sont morts, blessés, ont été tués, blessés ou prisonniers. Bon, 15 généraux russes quand même. 40 drapeaux et 120 canons pris. Ces actions valent à Van Damme le 3 Nivose, en gros le calendrier révolutionnaire, puis impérial, la dignité de grand aigle de la Légion d'honneur, ce qui montre une récupération de l'aigle impérial de l'ancien empire romain. Mais ce qui l'approprie aux nouvelles distinctions créées par Napoléon, comme la Légion d'honneur d'ailleurs, que Van Damme a déjà eu. Ainsi, le soleil d'Austerlitz va donc profiter tout autant à Napoléon qu'à son armée, et à ses généraux et ses officiers. Le 2 décembre 1806, Napoléon l'envoie aux côtés de son frère, Jérôme Bonaparte, car Napoléon il va se servir de ce qu'on va appeler le clan Bonaparte, donc sa famille, pour gérer toutes les couronnes d'Europe. Donc Van Damme, à la tête d'une division wurtembergeoise, va s'emparer de nombreuses villes et places fortes ennemies. Le 22 octobre 1806, il est fait grand croix de l'ordre royal de Hollande, et par Frédéric de Wurtemberg, qui le fait grand croix de l'ordre militaire quand même. En 1809, l'empereur lui a donné le commandement de la 16e division militaire. Le 11 septembre 1807, et l'investi de celui du camp de Boulogne. Alors, le 11 mars, il prend le commandement de 10 000 wurtembergeois et crée ainsi le 8e corps de la Grande Armée. Et il bat après conjointement avec le maréchal Lefebvre les Autrichiens du général Thierry. Un nom bien français, sûrement à mon avis un royaliste exilé. Puis Van Damme capture ensuite le château d'Eckmühl dans la bataille du même nom, le 22 avril 1809. Avançons un peu. En juillet 1909 a lieu la grande bataille de Wagram.
on retrouve une vengeance bien exécutée de l'empereur. Mais pour Vandamme, il va être blessé durant cette bataille. Ainsi, il retourne encore une fois au camp de Boulogne. Et ouais, on croit qu'il y a signé résidence. Hein. Et du coup, il va bien s'intégrer dans la ville de Boulogne. Il va même avoir le poste de maire. Et donc du coup, Napoléon va ensuite lui donner le contrôle du collège électoral d'Hazebrouck, encore une ville du Nord. Et le 18 mars 1813, il est rappelé dans la Grande Armée, où il va diriger le premier corps. Et il va s'emparer de Hartburg avant qu'un armistice soit signé. Mais quand les hostilités reprennent, Vandamme s'élance tout de suite et capture Berne et Anderdorf, en gros des villes d'Allemagne. En fait, Vandamme va beaucoup combattre et aider le pays du Württemberg et de l'Allemagne. Il va solidifier ce qu'on va appeler le glacis protecteur de la France. Puis, par contre, il va être défait. Non, pardon. Puis il défait l'autre duc de Württemberg, parce que les pays d'Allemagne, ils vont être soit avec Napoléon, soit contre lui. Donc, voilà. Et il va faire 2000 prisonniers. Mais après cette victoire, une grande défaite lui attend. Et, comme on dit, après le soleil arrive le mauvais temps. Ou vice versa. Et du coup, à la bataille de Kulm, il va être battu et fait capturer. Et du coup, il n'entrera en France qu'en 1814. Et ouais, après l'abdication de l'empereur. Bon, il aurait été quand même bien utile pour la campagne de France, qui était d'ailleurs une campagne très difficile, mais qui a encore été utilisée de nos jours encore étudiée par les différents militaires. Voilà. Avançons un peu dans notre histoire, et le 20 mars 1815, avec l'avènement des 100 jours, du retour de Napoléon en France, jusqu'à Paris, et Vandamme il va faire comme Napoléon, il va revenir à Paris, et Vandamme va être carrément fait pair de France par Napoléon, ce qui montre bien de leur relation. Vandamme était quand même un maréchal proche de l'empereur. Le 9 avril 1815, Napoléon le place à la tête du 3e corps d'armée, avec lequel, après la bataille de Ligny, donc une bataille en Belgique, une bataille avant la bataille de Waterloo, il va obtenir un avantage après à Wavre, où il va poursuivre l'ennemi lorsqu'il va apprendre le désastre de la Grande Armée à Waterloo. Et il va sauver vraiment tout ce qui reste, tous les débris de la Grande Armée, et il va se replier du côté de la Loire. Mais du côté de la Loire, du côté d'Orléans, il va être interdit petit à petit dans le royaume, comme la plupart des bonapartistes et des anciens maréchaux de l'empereur, comme par exemple le célèbre maréchal Ney, qui a eu longtemps une légende comme quoi il se serait exilé aux États-Unis. Mais par contre, lui, vraiment, pour Vandamme, il va vraiment s'exiler, vu qu'il a été interdit dans le royaume de France. Il va vraiment s'exiler aux États-Unis. Mais il va quand même, après, avec les changements de régime, il va quand même revenir à Cassel. Ce qui fait qu'il va mourir le 15 juillet 1830 à Cassel, dans son pays natal. Mais comme Dumouriez, son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe, ce qui montre bien que Napoléon a rendu hommage aussi bien à des monarchistes qu'à des proches du bonapartisme et des idées révolutionnaires. Et voilà, c'en est fini dans ce deuxième personnage illustre. Et maintenant, au revoir et à bientôt pour un nouveau épisode dans Marge Histoire ou des personnages illustres.